Je me demande ce que ce type me veut. Edgar Bonnet de la Bonnetière. Et il prétend avoir déjeuné avec moi en mars dernier chez les Salvard. Je n'ai de lui nul souvenir. Vous étiez nombreux chez les Salvard? 7 ou 8. Mais vous savez bien que je n'ai pas de mémoire. Je ne reconnais pas quelqu'un avec qui j'ai déjeuné l'avant-veille. Je ne me souviens ni des affaires, ni des chiffres, ni des endroits où j'ai posé les objets. Il est grand temps que je prenne ma retraite. Quelle gaffe je ferais au ministère. D'ailleurs, il y a longtemps qu'on aurait dû me révoquer. Le bureau, le drame de se trouver en face des autres. La retraite, le drame de se trouver en face de soi. Vous êtes un peu distrait, cela n'est pas un drame. Votre drame, c'est de faire un drame de tout. Ah, que le diable emporte ce bonhomme. M'avoir forcé à m'habiller convenablement et à mettre des souliers à la maison. Je remettrai mes 12 guenilles et mes pantoufles après son départ. Mais il aura gâché mon samedi. Puis je n'aime pas ces inconnus qui s'introduisent chez vous. Je ne me souviens pas de lui, c'est donc un visage nouveau. Et les visages nouveaux me font peur. Je trouve les êtres humains horribles. Je ne peux pas seulement les regarder. Monsieur Bonnet de la Bonnetière ne doit pas vous faire peur. On n'a rien à craindre de quelqu'un qui habite Versailles. Monsieur Bonnet de la Bonnetière est le monde extérieur, qui veut toujours vous faire quelque chose. Il va me forcer à agir, à prendre une décision. Vous n'avez qu'à lui refuser tout. Oh ben, c'est bien mon intention. Toute ma vie, j'ai eu à regretter des choses que j'avais faites. Jamais des choses que je n'avais pas faites. Et pourtant, c'est ce que je n'ai pas fait qui me reproche et me fait honte sans cesse. Prévoir sans parer, promettre sans tenir, s'indigner sans intervenir, commander sans ouvrir la bouche. Enfin, généralement parlant, toujours trembler, toujours se taire. Voilà mon lot. Faut être bien fin pour se connaître comme vous vous connaissez. Alors le portrait que je vous ai fait de moi vous paraît ressemblant? Ouais, non. Une caricature. À mon âge, il y a une façon de désarmer quelque peu sa déchéance, en ayant d'elle une conscience aiguë. C'est vous qui m'avez forcé à recevoir ce type ici. J'aurais dû le recevoir au bureau. Vous y auriez été plus entouré, plus protégé. Eh bien, il fallait le recevoir au bureau. Vous êtes toujours à la merci de la dernière personne qui vous parle. Et puis, ce qui me trouble, c'est la formule de sa lettre. Sentiment distingué et respectueux. Suis-je quelqu'un qu'on respecte? Non, ou il cherche à me rouler, ou il se fout de moi. Mais il veut me voir. C'est donc dans son intérêt, pas dans le mien. Alors il va chercher à me rouler, je devrais me défendre. C'est gai. Si je me sens trop au-dessous de moi-même, je dirais que j'ai la migraine. Oh, ma tête, oh là, oh ma pauvre tête, oh là. Votre éternelle excuse. Vous êtes un farceur. S'il le faut même, je dirais que j'ai eu une attaque. Un extraordinaire farceur. Je vais le faire attendre. Il s'impatientera et perdra ses moyens. C'est vous qui perdrez les vôtres. Vous savez bien que vous êtes incapable de faire attendre qui que ce soit, plus un coursier. Voulez-vous que je reste avec vous? Nous le recevrons ensemble. Merci. Je ne suis pas à ce point petit garçon. Ne dites jamais l'état dans lequel vous m'avez eu, dans lequel on a le pouvoir de me mettre. Tout le monde se jetterait sur moi. Vous vivez comme s'il allait vous arriver toujours des choses affreuses, et ce qui caractérise votre vie, c'est précisément qu'il n'y arrive jamais rien. L'émotivité est le propre des vieillards. Un vieillard de 59 ans. J'aimerais en avoir davantage. L'impuissance de l'esprit et la lâcheté du caractère, on les fait passer quand on peut les appeler vieillesse. Demain, on dira de moi que je suis un pauvre vieux. On ne dira plus que je suis un pauvre type.
j'aurais gagné au change. Tant mieux quand même qu'il m'ait fixé rendez-vous. J'ai visite à l'improviste où on n'a pas le temps de préparer ce qu'on va dire. Au besoin, jeter des notes sur le papier. Puis ces coups de sonnette, on ne sait de qui, ça me donne des battements de cœur. Si je n'étais pas là, et Émilie ne venant que quelques heures par jour, si vous deviez essuyer seul les coups de sonnette d'inconnus, que deviendriez-vous? Vous savez très bien que si je devais mener la vie de célibataire, je me suiciderais. Papa. Prenez garde. Ne mourrez pas avant moi. Il est vrai, on se rate. Se tuer est aussi difficile que vivre. Peut-être est-ce un inconnu qui a inventé de m'avoir rencontré chez les Salvard pour s'introduire chez moi. J'aurais dû écrire aux Salvard. J'y ai pas pensé. Je ne pensais à rien. Votre imagination travaille. Et comme d'habitude, travaille dans le sens de l'anxiété. Ce que l'on craint arrive toujours. Il suffit de lui donner son temps. Vous regardez mon soulier? Est-ce que vous veillez la semaine? Non? Bon, alors ça va. Parce que j'ai mis mes vieux souliers du samedi qui ont des trous à la semelle. Et du moment que vous ne les voyez pas quand j'ai la jambe croisée. Émilie les voit en les faisant. Quoi avez-vous l'air? À propos d'Émilie, souvent étant dans une pièce, je l'ai entendue dans la pièce à côté pendant qu'elle faisait son ménage, bougonner, fumier, saloperie, ordure. Elle devait penser à moi. J'aime pas ça. Cette hostilité comme ça à côté de soi. Pourquoi voulez-vous qu'elle pense à vous? Elle pensait peut-être à des fournisseurs, à des voisins, au gouvernement. Bien, elle parle seule pour se tenir compagnie. Ah, ces inondations dans le Midi sont une chose dramatique. Mais sans doute ignorez-vous qu'il y a des inondations dans le Midi, puisque vous ne lisez jamais un journal. Si je reste un an sans lire le journal, celui que j'ai lu il y a un an et celui que je lis aujourd'hui disent la même chose. J'en conclus qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Dites plutôt que vous êtes impressionnable et que les événements fâcheux qui sont la manne quotidienne des journaux troubleraient votre tranquillité. Allons, lisez donc ce journal. Un peu de vaillance. Je vous promets que je lirai celui de demain, si je suis encore vivant. En une nuit, il arrive tant de choses. Oh là, il est d'une ponctualité inouïe. Mauvais signe. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Au contraire, les gens trop ponctuels sont des tatillons craintifs. Hein? Ils craignent d'être mal jugés s'ils sont en retard. Il sonne une seconde fois. Oh là, je sens que c'est un brutal. Ne dramatisons pas. Je vais le faire attendre. Mais non, je vais pas le faire attendre. Émilie! Appelez Émilie, elle ne m'entend pas. Appelez-la vous-même, je ne sais pas crier. Dans une heure, tout sera fini, bel et bien fini. Fini à jamais. Qu'est-ce qu'il fiche à bavarder avec Émilie? Il dit qu'il regrette de n'avoir pas trouvé de paillasson pour s'essuyer les pieds. Alors, c'est pas un homme qui vient pour m'assassiner? Oh. Oui. Je pense que vous me remettez. J'ai eu l'honneur de dîner avec vous chez les Salvard en mars dernier. Je vous reconnais. Mais j'avoue que votre nom ne me disait rien. C'est un nom qui a été porté par des personnes de qui les mérites n'avaient d'égal que la modestie. Aujourd'hui encore, dans son dernier représentant, il ne brille que d'un éclat voilé. Je suis bibliothécaire de l'Institut de numismatique. Ou plus exactement, de l'Institut national de numismatique. Mais nous supprimons d'ordinaire national parce que c'est un mot qui porte malheur en ces temps-ci. Ah, bibliothécaire. Oh, mais que ne le disiez-vous dans votre lettre? On aurait su à qui on avait affaire. Vous ne vous souvenez pas de moi? Non. Moi, je me souviens très bien de vous. Notamment d'une sortie que vous avez faite à ce dîner contre les prétentions ridicules de certains bourgeois à l'aristocratie.
Il se peut, car je n'aime pas cette espèce. C'est cependant, monsieur, de généalogie que je viens vous parler. Je pourrais vous exposer les travaux qui me donnent une certaine autorité dans les milieux où l'on s'occupe de ces choses, si je n'étais retenu par cette modestie proverbiale et héréditaire. Ah, ben vous tombez bien. Les questions de famille ne m'intéressent pas du tout. Pour la bonne raison que je n'y comprends rien. La tête sur le billot. Je serais incapable de vous donner la définition du cousin Germain. Il me faut froncer les sourcils pour me rappeler ce qu'est un beau-frère. Pour les oncles à la mode de Bretagne, j'ai renoncé depuis longtemps. Quant aux cousins issus de Germain, mieux vaut n'en pas parler. Et je vous dirais même que si je n'ai pas eu d'enfant, c'est en partie par crainte des responsabilités, mais aussi pour ne pas compliquer inutilement une famille dans laquelle déjà je me perds. Vous avez des papiers de famille? Oh, très peu. Il y a bien 20 ans que je ne les ai pas feuilletés. Ah, on fait toutes sortes d'histoires avec ceux qu'on appelle nos aïeux. Je ne vois pas pourquoi on aurait une admiration particulière pour des gens de qui le seul mérite est d'être nés avant vous. Ainsi, moi, dans 200 ans, je serais devenu admirable. Ah, laissez-moi rire. Et que m'importent les particules éventuelles quand je sais, comme vous le savez sûrement mieux que moi, que la particule ne signifie rien. Dans la généalogie, il y a un principe, c'est que la particule ne compte pour rien, que les blasons ne comptent pour rien, que l'orthographe des noms ne compte pour rien, et que les titres ne comptent pour rien. Alors qu'est-ce qui reste? La poésie, la religion et la généalogie sont les deux seules formes actuellement subsistantes de la poésie dans la société européenne. J'aime assez les prêtres et les religieux, mais je n'aime pas les athées et les francs-maçons qui baient de respect devant une soutane. Je n'ai rien de grave contre les nobles, mais je suis exaspéré quand je vois un démocrate, un socialiste, un prolétaire qui baie de respect devant eux. Que cet État demeure si respecté, voilà qui justifie les bourgeois d'y prétendre. Oh, mais je sais très bien comment la folie se gagne. D'abord, on débine la noblesse. Puis, on s'en pique en s'en défendant. On débine en surface et adore en secret. Puis on y va bon jeu, bon argent, on adore à ciel ouvert. Il y a là un processus clinique que j'ai vu se faire sous mes yeux bien des fois. Mais vous-même, monsieur, qui prenez la peine de venir me voir pour me parler généalogie, est-ce que la folie ne vous a pas gagné de la sorte? La condition, la prétention et l'usurpation sont les trois faits qui se sont penchés sur mon berceau. Je n'avais pas encore 6 ans que je dessinais l'arbre généalogique de tous les chats de la maisonnée et que je leur composais des blasons. Ah, les blasons, monsieur, songez. Cela est plein de licornes, de lions, de dauphins, de soleils, de roses, de léopards, de croissants, d'éperviers, d'épées, de cerfs, d'étoiles, de cygnes, de centaures, et cela de toutes les couleurs de la création, et le tout décrit en des termes incompréhensibles, ce qui en montre bien la profondeur et la beauté. Tenez, voici, par exemple, comment est énoncé notre blason, qui est, je le dis pour mémoire, supporté par 2 Hercules. Bonnet de la bonne pierre, facé de sinople et de gueule de 6 pièces, au rustre parti d'argent et d'or et posé en abîme. Abîme est bien le mot. Il y a là un abîme. Est-il un écrivain hermétique, Mallarmé ou Apollinaire, qui ait écrit un poème aussi abscon dans sa concision? Non, mais cela n'est encore rien. Vous avez vu ces films sur la forêt vierge qui se terminent par une éclosion vertigineuse de vitesse de toutes les fleurs sous la poussée du printemps? Eh bien, la généalogie, c'est cela pour les persans. Tantôt à petits coups, mais le plus souvent brusquement, tout le monde devient noble. Tout le monde, bien entendu, sait que c'est de la blague, mais tout le monde est de mèche. Tout le monde se pousse du coude. La généalogie est le triomphe de l'imposture. C'est dire qu'elle correspond à un besoin profond du cœur humain. Voyez cette efflorescence tropicale de titres qui n'étaient pas là un instant auparavant et qui s'épanouissent, se multiplient, recouvrent tout. Le gendarme et le valet de chambre sont de grands seigneurs. Le S petitaire du Mosqueur
qui signifie roture, devient le S petit r du mot Seigneur. Cela se fait entre la page 17 et la page 21. De la vieille fille roturière, on écrit tranquillement Mademoiselle Durand, qu'on appelait Mademoiselle de Follenville. Partout, les de éclosent. Et comme de tout temps ça a été une particule qu'il suffisait de prendre, si tout le monde en France n'a pas un de, cela prouve que notre cher pays, qui l'eût cru, comporte une forte majorité d'innocents. Et les couronnes sont écloses, elles aussi. J'allais oublier les couronnes. Et il y a la couronne de duc pour ceux qui sont ducs, la couronne de marquis pour ceux qui sont marquis. Enfin, il y a le casque de chevalier pour ceux qui ne sont rien. Je vous le dis, monsieur, c'est la forêt de Brocéliande. C'est une véritable fantasmagorie. On en sort en chante et on titube. Le filtre a été trop fort. On est presque écœuré de n'être pas bourgeois, ce qui vous permettrait de passer votre vie entière à gravir, degré par degré, l'échelle de toutes les qualifications nobles. Ah, quel enthousiasme quand vous parlez de ces choses. Quelle sève, quelle vitalité. Continuez pas. Enfin, continuez si vous voulez. Ah, mais ce que vous me dites confirme bien ma pensée. Les nobles, c'est un monde de fous. J'avais un camarade de régiment qui s'appelait De Cailleux. Savez-vous quelle était la devise de sa famille? Après Dieu, la maison De Cailleux. Il y avait Dieu, et puis tout de suite après, la famille De Cailleux. Non, mais est-ce que nous ne sommes pas en plein cabanon? Il y a mieux. Un jour, un type prend le titre de comte. Il sait qu'il n'y a aucun droit. Non, mais là, ce qui s'appelle aucun. Ça ne fait rien. Du jour où il a pris ce titre, il devient fou. Ah non, c'est pas croyable. Et comme vous avez dit, on sort de là avec un léger sentiment d'ivresse. Je compare cette légère ivresse à celle que... Mais non, je ne puis vous le dire, c'est trop intime. D'ailleurs, ce serait une digression. Dites-le quand même. Non, c'est une digression et le cri d'arme de ma famille est droit au but. Cela va avec les Hercules. Et puis si, je vous le dirai quand même, parce que j'ai compris que nous étions au fond des hommes de la même espèce. Je compare cette sortie enivrée hors de la généalogie à mon sentiment. Quand je sortais, il n'y a pas si longtemps, de certains cafés des grands boulevards où j'étais venu écouter des orchestres de femmes. Je d'y étais parce que ces orchestres n'existent plus. J'avais demandé un demi. Je suivais du regard ces créatures enchanteresses. Quand la violoniste levait le bras, par la manche courte de sa chemisette, je voyais qu'elle avait sous l'aisselle un grain de beauté. Je restais ainsi, des heures. Même, il m'est arrivé une fois de me permettre de demander à l'une d'elles qu'elle me fit l'honneur d'accepter à ma table une consommation. Elle a accepté? Non sans beaucoup de gêne. Eh bien, cela aussi, pour moi, c'était Brocéliande. Mais cela a disparu. Tandis que la Brocéliande de la noblesse ne disparaîtra jamais. Il y aura encore des gens qui chercheront à faire leur preuve de noblesse dans le moment même où les nobles seront fusillés pour fait de noblesse. Telle est Brocéliande. Une obsession à laquelle on ne cède pas vous envahit. Du moins, j'ai lu cela dans les livres. Mais une obsession à laquelle on cède vous envahit, elle aussi. Moi, je crois que quand je serai pour mourir, ma main défaillante tracera sur le drap un arbre généalogique. La branche aînée, la branche puis née, le second degré, les collatéraux. Ah, l'arbre. L'arbre. Pardonnez-moi cette plaisanterie macabre. Mais savez-vous la différence qu'il y a entre un généalogiste
et un médecin ou un avocat. Ah, ne plaisantez jamais avec un médecin, et rarement avec un avocat. Le médecin et l'avocat ne comprennent pas la plaisanterie. Tandis que vous pouvez plaisanter avec un généalogiste parce qu'il est habitué à vivre dans l'abracadabra. Mais assez. Fini la digression. Droit au but. Monsieur, je suis venu vous voir parce qu'au hasard de mes travaux, j'ai fait une découverte sur votre famille. Si l'on n'a pas une érudition ou un vice en commun, je ne vois pas de quoi l'on peut s'entretenir avec une créature humaine. Sinon de la pluie et du beau temps. Avec l'intérêt pour votre famille, je vous apporte à la fois une érudition et un vice. Vous espérez en moi, et moi je n'espère plus en moi. N'ayant le soutien ni de la méchanceté, ni de l'ambition, ni de l'âpreté à l'argent, sur quoi voulez-vous que je m'appuie? Et pourtant, un homme de 60 ans a besoin plus que personne d'une passion. Une passion, et n'en détournez pas les yeux. Le gouffre derrière vous, votre vie manquée. Le gouffre devant, votre décrépitude et votre mort. Ne détournez pas les yeux. Oui, la généalogie, ça me fixerait. Je regarderai fixement la généalogie et je tiendrai. Eh bien non, cher monsieur. Détrompez-vous, ce n'est pas la généalogie qui sera mon garde-fou. Et malgré Brocéliande, je crois vous avoir dit que ce genre de choses ne me touche pas. Et puis, tout en comprenant parfaitement que des travaux de cette nature demandent une rémunération, je ne suis pas prêt à en donner une pour des recherches entreprises sur les miens. D'abord, parce que ces recherches ne m'intéressent pas. Et puis, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Ah, vous êtes bibliothécaire à l'Institut de numismatique. Je suis chef de bureau au ministère des Ruines publiques. Ce ne sont pas des situations où on roule carrosse. Permettez, je ne suis pas bibliothécaire à l'Institut de numismatique. Hein? Je suis bibliothécaire de l'Institut de numismatique. Si j'étais bibliothécaire à, cela pourrait laisser croire que nous sommes plusieurs. Bibliothécaire de, cela marque bien que je suis le seul. Voilà un de qui a une signification. Excusez-moi. Contrairement aux deux qui nous occupent d'ordinaire. Non, il n'est pas question que vous me donniez de l'argent. Vous en coûtera pas un sou pour savoir ce que je vais vous apprendre. Non plus que pour les recherches que je pourrais être amené à faire si vous en aviez le désir. Un plaisir se gâte à être payé. Je vous vois venir. Vous allez me découvrir des ancêtres. Je crois d'ailleurs que j'ai quelques noblaillons dans ma famille au XVIIIe siècle. Mais quand bien même, cher monsieur, vous me découvririez duc, c'est trop tard. La partie est perdue. Et puis, au point où j'en suis, que j'ai réussi ma vie ou que je l'ai ratée, cela est indifférent. Que je fasse un geste plutôt qu'un autre, plutôt que son contraire même, cela aussi est indifférent. Dans peu de temps, tout va être égalisé, et c'est tant mieux. Que ce soit le plus vite possible. Ah, ben, vous baillez, je ne vous intéresse pas. Si. J'ai l'estomac un peu chargé. Je pense de ce que vous me dites que... voilà beaucoup de sagesse. De la sagesse? Enfin, mettons de la sagesse. En vérité, le sort devait vous être contraire, car le peu que je connais de vous... Qu'y a-t-il eu des ennemis, la politique? Oh, non. Seulement un peu de dignité. Et encore, dignité est un bien grand mot. Non, seulement peut-être un petit peu moins vil que les autres. Eh bien, cette dignité, je sais d'où elle vient. J'ai à vous dire, monsieur, que vous descendez de Saint-Louis. Je vais vous faire un aveu. Je n'en attendais pas moins de vous. Non. Voulez-vous me suivre un instant? Non, que je descende ou non de Saint-Louis, je m'en fiche royalement. Hey, si j'avais 25 ans, ça m'intéresserait peut-être, mais je vous l'ai dit, ma vie est finie. Vous êtes jeune d'aspect. Oh, je suis un vieil arbre, tout couvert de mousse un peu fraîche, mais le cœur du tronc est pourri et dévoré par les fourmis. Vous descendez de Saint-Louis par les femmes. Par les femmes, bien entendu. Et c'est pas à vous que je rappellerai le proverbe, la truie n'anoblit pas le cochon.
Je vois que vous êtes au courant de toutes les délicatesses du nobiliaire. Mais suivez-moi. Je vous demande un instant, je m'en vais vous dérouler toute la chose. Saint-Louis épouse Marguerite de Provence, d'où Robert, comte de Clermont, qui épouse Béatrice de Bourgogne-Charolais, d'où Louis, duc de Bourbon, qui épouse Marie de Hainaut, d'où Marguerite de Bourbon, qui épouse Jean II, sire de Sully, d'où Louis II, sire de Sully, Quelle mémoire, quel cerveau. qui épouse Isabeau de Cran, d'où Marie de Sully, qui épouse Guy VI de la Trémouille. Vous voulez des dates? Le siècle me suffit. Nous sommes ici au XIVe siècle. Bon, eh ben, sautons 4 ou 5 siècles. Parce que j'ai hâte d'en être à moi. Je saute 2 siècles et j'arrive à ce fait extraordinaire qui va vous remplir de stupeur. Et je pense aussi d'épouvante. Le 28 décembre 1517, Aldegonde de Barvillers épouse qui? Épouse René Chavot. Chavot de quoi? Chavot de la Chavaudière. Chavot, tout court. Chavot tout court. Mais c'est pas croyable. Chavot comme le plombier. Chavot comme l'électricien. Chavot. Oh, comment? Un roturier, enfin, rien du tout. C'était sûrement un mariage d'amour. Mais attendez. Leur fils, François Chavot, épouse Jeanne Borichon, Ah, Borichon. dont il avait eu une fille, je dois bien le dire, illégitime, Aïe, 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 illégitime. Oh là. Là, une fois qu'on s'est mis dans l'amour. qui épouse un sieur Martin. Descendre de Saint-Louis, épouser un sieur Martin. Non, mais ce qu'il faut voir, hein, ce qu'il faut supporter. Oui, mais moi, dans tout ça, où suis-je? Ben, je saute encore 5 ou 6 degrés, et qu'est-ce que je trouve? Albert Napoléon Bida. Grand-papa? Mais il s'appelait Napoléon? Moi, il descendait de Saint-Louis, on l'a appelé Napoléon? Bida, votre propre grand-père maternel, né en 1861, tout cela irréfutable, et que je vous prouverai, papier en main, dans toutes les circonstances, conséquences et incidences de la chose. Ben, là, j'en crois rien. Là, j'en crois rien. Je n'en crois rien, mais vous m'avez comme étourdi. C'est bien ça. Vous sortez de la forêt de Brocéliande. Ainsi donc, si je suis un descendant ou un petit-fils? Parce que vous avez prononcé le mot petit-fils. Ah, si je l'ai prononcé, c'était par courtoisie, comme les gens auxquels on donne le titre de marquis sans qu'ils y aient droit et qu'on appelle des marquis de courtoisie. Ah, si donc, je suis un petit-fils de Saint-Louis. Oui, voilà. Vous avez eu un arrière sardonique. Avouez que vous vous êtes moqué de moi. C'est votre si qui m'a fait rire. Si je suis un petit-fils, vous l'êtes. Ou plutôt, restons toujours parfaitement honnêtes. Vous êtes un descendant de Saint-Louis. Cela est l'évidence. Cela est noir sur blanc. Vous ne voulez pas le voir. Vous êtes comme les jeunes personnes au cinéma. Elles voient sur l'écran toute l'aventure, tout le merveilleux du monde. Elles sont prêtes à appeler un agent si leur voisin fait les approches pour leur ouvrir ce merveilleux. Vous ne voulez pas croire au merveilleux. Mais il me faut des preuves, moi, des titres, enfin, à défaut de parchemin, quelque chose d'imprimé. Je suis un débile mental. Et tous les débiles mentaux ont besoin d'avoir des idées très nettes. Je puis donc continuer mes recherches. Comment continuer vos recherches? Tout ça n'est-il pas acquis? Ah, tout cela est acquis. Nous ne voulons que des approfondissements. Ah bah, approfondissez donc, cher monsieur, puisque vous me dites que ça vous est agréable. Mais approfondissez pour vous, plutôt que pour moi. Non mais, voyons, tout ça, ça va vous demander du temps. Et une certaine rémunération, pourvu qu'elle ne soit pas trop forte. Là, monsieur, je suis votre serviteur. Oui, mais nous devons fixer un chiffre. Bah, je n'aime pas le vague, surtout dans les questions d'argent. Je vous répète, monsieur, que je suis votre serviteur. C'est entendu, mais nous devons dire combien... Oh, ne comprenez-vous pas? Quand je vous dis que je suis votre serviteur, cela signifie que je refuse. Que je refuse de recevoir de l'argent. Je sais, c'est une formule un peu surannée. Et j'avoue que je l'ai employée pour vous tendre un petit piège. De même, si Madame Persillès me demandait quelque chose et que je lui répondisse « Je vous baise les mains », ça voudrait dire tout bonnement non.
Les Français d'autrefois disaient oui quand ils voulaient dire non. Ceux d'aujourd'hui disent non, et cela signifie oui. Je vous présente mes excuses, monsieur, pour vous avoir parlé un français trop correct. Je sais que cela donne lieu au pire malentendu. Enfin, je vous redis que je ne veux pas d'honoraires. Vous me permettrez de vous rembourser vos frais de taxi? Ni la généalogie, ni la bibliothèque, ni la numismatique ne se déplacent en taxi. Vous en serez de votre poche, c'est inadmissible. Si, monsieur, je veux en être de ma poche. C'est pour moi une question d'honneur. Ah. Et quand m'apportez-vous ce petit mémoire? Mettons dans une semaine. Ah, oh, mais c'est loin, ça. Disons dans 4 jours. Oui, c'est vrai, vous devez avoir beaucoup à faire à l'Institut de numismatique. Est-ce qu'il y a au moins des lecteurs intéressants? Oh, ils viennent comme on va au théâtre, pour dormir et pour tousser. Mais je ne veux pas abuser de votre temps. Oh, mon temps. Vous savez, quand j'étais jeune, les journées me semblaient toujours trop courtes. Maintenant, elles me paraissent bien longues. Dites-moi, encore un mot. Les sentiments respectueux dans votre lettre, le respect, c'était à cause de Saint-Louis? Oui, c'est trop naturel. Oh, mais vous en avez des ordres à votre boutonnière. Bouton de la boutonnière. Bouton de la boutonnière. Bouton de la boutonnière. Non, rien que des ordres nobles. Chevalier de l'ordre équestre des Saint-Lieux, chevalier d'honneur et de dévotion de Saint-Boniface, commandeur de la rose de Sainte-Élisabeth, grand croix du navet de Saint-Sulpice. Mais le rouge, là, c'est la Légion d'honneur. La Légion d'honneur? Ah, fait, monsieur, pour qui me prenez-vous? Pour un jacobin? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a de moins en moins de gens qui portent leur Légion d'honneur? Alors, disons, si vous voulez, rendez-vous mercredi à 6h. Hein? Attendez, pardon. Une estampe ancienne. Ou du moins une reproduction d'estampe ancienne. Comme tous les hommes un peu timides, vous aimez le passé. Le passé est facile, il ne se débat pas, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. L'histoire est une féerie, elle aussi. Moins timide, mais où prenez-vous cela? Disons que je suis un sauvage, il y a une nuance. Moins timide, elle est bien bonne. Alors, au revoir, cher monsieur. Au revoir, mon cher maître. Et mercredi à 6h. Je peux vous téléphoner à l'Institut de numismatique? Oh, nous avons le téléphone. Mais à quoi bon s'en servir? Dites-moi, que ce soit bien entendu, je renonce à tous mes privilèges. Je me demande si tout cela est bien sérieux. Je vous apporte vos pantoufles. Ne souffrons pas un instant de plus à cause de Monsieur Bonnet de la Bonne-Pierre. Je vous annonce quelque chose qui va beaucoup changer à ma destinée. Voyons cela. Mais désormais, ne manquez pas, avant de m'adresser la parole, de me faire la révérence. Je n'y manquerai pas. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez devant vous un descendant de Saint-Louis. Ça n'a pas l'air de vous faire beaucoup d'effet. Monsieur Bonnet de la Bonne-Pierre vous a demandé de le recevoir pour vous apprendre que vous descendiez de Saint-Louis. Avec la plus grande assurance. C'est un type qui cherche à vous tirer de l'argent. Il n'a pas demandé un centime. Et malgré son apparence modeste, il fait autorité dans sa partie. Il m'a montré la liste de ses travaux, de ses titres. Puis alors, des flottes de décoration, un ordre équestre, la Légion d'honneur, tout. Et pas de bague à armes. Excellent signe. Les hommes qui portent des bagues à armes sont toujours des nobles douteux. Quel âge a-t-il? L'âge où l'on est poli. Je vois, c'est un vieux schnock. Mais, dites-moi, comment descendez-vous de Saint-Louis? Par les femmes.
Évidemment, il aurait mieux valu... Et comment? De quelle façon? Par quel mystère? Ah, ça, j'avoue que je n'ai rien compris. Il m'a proposé de me faire un petit mémoire, mais j'ai refusé. Pas si bête. Dans ces sortes d'histoires, on ne sait jamais à quoi l'on s'engage. Et cela finit toujours par des dépenses incongrues. Vous ferez bien de ne parler de ça à personne. Ça me rendrait ridicule. Oui, Parce que vous trouvez que ça me rendrait ridicule. j'en suis sûr. Ouais. Vous avez l'air d'en douter. Non. Enfin, mon cher, vous n'avez pas l'air de descendre de Saint-Louis. Mais je ne descends pas de Saint-Louis. Vous croyez que je vais croire à cette insanité? Mais on ne juge pas les gens à la mine. Vous trouvez que je n'ai pas l'air de descendre de Saint-Louis parce que j'aime apporter des chandails troués? Croyez, si vous voulez, que vous descendiez de Saint-Louis. Oh, mais je me tue à vous répéter que je ne crois pas à ces sornettes. Mais je ne me fonde pas à juger là-dessus sur le fait qu'on ait, oui ou non, des chandails troués, et pour le juger de façon si péremptoire. Oh, mon Dieu. Comme vous avez ri à la pensée que je puisse, dans notre foyer plutôt sombre, je crois que jamais je ne vous ai vu rire de si bon cœur. Faites donc faire ce mémoire, si vous êtes sûr que cela ne vous coûtera rien. Vous êtes d'avis? Je vais lui écrire de le faire. Ne serait-ce que pour voir jusqu'où on peut fonder une extravagance. Eh oui, ça a un petit côté, je dirais, philosophique. Et puis, ce mémoire pourra rendre service à Alain et à Janine quand ils se marieront. Moi, je m'en fiche pas mal. Mais nous pouvons aider nos braves petits-neveux. Mes parents et mes grands-parents n'ont jamais, que je sache, fréquenté de nobles de leur vie. Pas même des faux. Ni des vrais, ni des faux. Oui. Quand M. Bonnet vous apportera son mémoire, je voudrais bien recevoir ce monsieur en même temps que vous. Vous comprenez que les choses décrites, moi je ne comprends que ce qu'on m'explique. Avec son ordre équestre, j'espère qu'il viendra à cheval et que j'aurai le plaisir de le voir à cheval dans ce salon. Vous le rencontrez, je vous baise les mains. Je ne le tiendrai quitte qu'il ait tout justifié et ne lui passerai pas une seule génération. Je vous baise les mains, vous dis-je. Ne savez-vous pas que je vous baise les mains signifie non? Vous savez pas le français. Je recevrai seul, monsieur de la Bonnetière. Ces sortes de choses sont trop sérieuses pour que les femmes y soient mêlées. Il y a un proverbe sur les truies, mais nous vous dirons cela un autre jour. Le jour que ce sera notre bon plaisir. Et maintenant, madame Persilès, à la cuisine. Ma volonté est que nous déjeunions sans plus de retard. Nous avons déjà commencé d'attendre. J'ai dit. Ceux qui ne nous ont pas vus commander ne savent pas qui nous sommes. Monsieur ne vous a rien dit de particulier? Il ne vous a pas tenu de long discours? Ah, dame, il me parle beaucoup plus qu'avant. Il m'a parlé politique. Et il parle bien quand il veut. Puis il s'occupe pas si c'est pris sur mes heures. Naguère, bien des fois, il avait l'air absent. Évidemment, quand madame était là. Oui. Comment? Je veux dire qu'il savait pas quoi dire. Maintenant, il sait quoi dire. Ça coule de source. D'abord, il est bien tranquille. L'eau qui dort. Il se monte. Soudain, il éclate. Et il tient alors des propos un peu bizarres. Il est content de nous faire marcher. Et cligne de l'œil pour voir si nous marchons. Mais nous ne marchons pas. Moi du moins. Vous croyez qu'il veut nous faire marcher quand il tient des beaux discours? Oui, il y a quelque chose de louche. Moi, je crois que c'est parce qu'il fume trop. Ou qu'il lit trop. Tous ces livres d'histoire qu'il achète depuis 3 semaines. Les cathédrales, Saint-Louis. Saint-Louis, c'est celui qui grimpait sur une échelle de corde? J'ai vu un film américain sur les croisades où il y avait Saint-Louis qui grimpait le long d'une échelle de corde pour enlever une Fatma. C'est sûrement lui. En même temps, on dirait de monsieur qu'il a rajeuni. Il fait plus attention à sa toilette, ne traîne plus les pieds.
Il ouvre plus souvent la fenêtre de sa chambre où ça sent plus le renfermer comme avant. Et il met le poing sur la hanche. Ben, s'il croit que Saint-Louis mettait le poing sur la hanche, il se trompe beaucoup. Il arrive souvent aux hommes de son âge d'avoir tout d'un coup un changement. Comme ça. Oh non, 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 ne croyez pas que M. Percilet s'est pris de petite amie. Oh, c'est pas son genre. Non. D'ailleurs, il porte toujours les chemises que vous lui avez reprisées. Enfin, bien qu'il soit souvent un peu drôle, il est mieux qu'avant, c'est pas pour dire. Avant, il était comme quelqu'un qui n'a pas encore déjeuné. Maintenant, il est comme quelqu'un qui a le ventre plein. Bon, je vais faire sa chambre. Émilie veut faire la chambre, je viens donc ici. J'ai beaucoup repensé à mon article sur le grand ancêtre, mais je n'ai pas beaucoup d'idées. Dans le fond, si j'avais dû me choisir un ancêtre, j'aurais plutôt pris Bayard ou Guillaume le Conquérant. Ils s'accordent mieux avec ma nature. Depuis 3 semaines, ce ne sont pas les idées qui vous manquent, cependant, quand vous parlez. Vous en avez que trop. Oui, mais les paroles... Tandis que si cet article était imprimé, mettons, dans la revue des Deux Mondes, je ne mourrais pas tout entier. Vous avez lu ce que j'ai déjà écrit? Oui. Comme compliment, c'est court. Ce que j'ai surtout trouvé bien, ce sont les citations. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a aussi ce que je n'ai pas voulu écrire. Par exemple? Chose étrange. À un moment, Saint-Louis se rapproche des Sarrasins. L'amitié pour les musulmans, vous voyez ce que j'aurais pu écrire là-dessus? Et quel succès? Eh bien, je ne le ferai pas. Non, je ne veux pas être habile. À mon âge, on n'a plus le droit d'être habile. Non, ce qu'il me faudrait, c'est quelque chose qui me soutienne. Si on me disait tous les jours que je suis Michelet, je deviendrais Michelet. Je peux vous dire tous les jours que... Non, bravo. Il y a dans votre article un très bon passage. Saint-Louis est le degré de toute la monarchie française. Seulement, ouvrant par hasard le livre de Guyard sur Saint-Louis... Ne continuez pas le passage de Guyard. À un mot près, cependant. Dans Guyard, il y a Saint-Louis et l'escalier. Moi, j'ai mis le degré. L'escalier est trivial. J'ai mis aussi des guillemets à la fin de ma citation. Mais pas au début. L'honnêteté a toujours été mon péché mignon. Elle m'a joué à cette vilain tour. Elle l'est davantage depuis l'événement que vous savez. Je puis dire que grâce au grand ancêtre, je suis touché par l'honnêteté, comme les artistes le sont par la beauté. Allons, vos boutades, vos paradoxes recommencent. Mais j'ai entendu dire qu'en matière littéraire, tout doit être truqué. Dates inexactes, citations fausses, faits inventés, voilà qui rend un livre vivant. Et le plagiat, surtout, est très bien vu. Nos grands classiques vont d'emprunt en emprunt, comme un mauvais nageur va de bouée en bouée. Mais cela au milieu de l'approbation unanime. Moi, c'est curieux. C'est toujours quand je copie que je me sens original. Il devait être comme moi, après tout. Voulez-vous me rédiger quelque chose? Je vous promets que je n'y changerai pas une virgule. Non, le procédé paraît-il courant. Tenez, je vais vous donner une idée. Au lieu de faire un article sur Saint-Louis, publiez seulement des pensées choisies de Saint-Louis. C'est qu'il y en a très peu. Nous lui en attribuerons qui sont d'autres rois. Par exemple, nous qui voulons toujours raison garder. Cette parole que j'ai sans cesse à l'esprit, surtout en ce moment-ci, qui est de Philippe le Bel, nous dirons qu'elle est de Saint-Louis. Nous n'allons pas nous embarrasser d'une minutie de mauvaise aloi quand il s'agit d'un acte de piété filiale et de prestige français. Vous m'avez là donné une excellente idée. Je sens que l'inspiration me revient. Ça va être employé pour relever le compteur. Il y avait l'écriteau à la loge. Émilie, C'est l'employé du gaz. j'y vais. Alors, ma bonne Madame Boudin. Voilà. Je voudrais vous demander quelque chose. Souvent, étant dans une pièce, je vous ai entendu dans la pièce à côté, pendant que vous faisiez votre ménage, bougonner, fumier, saloperie, ordure. Moi? Je parle toute seule? C'est vous, monsieur, qui parlez tout seul dans votre chambre. Moi, je parle tout seul. Il ne manquerait plus que ça. Et qu'est-ce que je dis? Ah ben vous dites le pays, les Français,
On croirait que vous êtes député. Et vous marchez de long en large? Moi, je marche de long en large. Vous avez rêvé, Madame Boudin. C'est vous qui parlez toute seule, en remuant le balai. Et vous dites toujours ces trois mots. Fumier, saloperie, ordure. Pas toujours dans le même ordre, mais toujours ces trois mots. Alors, je voudrais savoir si, quand vous prononcez ces syllabes, vous ne pensez pas à moi. Mais je vois pas comment. J'aimerais que vous pensiez à moi en disant cela. Je ne veux rien entre mon peuple et moi qui nous empêche de nous voir. C'est une parole du roi Louis XVI, bien belle. Vous ne saviez pas que j'étais là, rien ne nous empêchait de nous voir, mais je vous ai surpris. Et je voudrais que vous me disiez les torts que je puisse avoir envers vous qui motivent votre appréciation sévère, afin que, s'il se peut, je les répare. Oh, ben je vois maintenant, saloperie ordure. Je disais ça des mythes. Les sales bêtes, il y en avait plein. Ah, quel dommage. Un rêve qui s'efface. Quand même, 142 et 2000, c'est pas la même chose. Mais non, me fait tromper. Il n'a 2197 de consommation quand nous avons été absents tout l'été, et quand il finit par reconnaître qu'il s'est trompé, il dit que c'est sa lampe de poche qui ne marche pas, et il a l'air de trouver que c'est de ma faute. 2197 et 142 Ah, c'est un peu fort, ça. Nous allons lui laver la tête. Il est parti. Et puis, il ne faut pas être trop vif avec lui, c'est toujours lui qui vient. Si vous faites le méchant, la prochaine fois, il marquera des chiffres encore pires. Vous savez bien qu'ils écrivent n'importe quoi. Je sais, je suis moi aussi dans l'administration. Mais qu'importe, il exagère. Non, mais je vais l'engueuler, même sans être rasé de frais. Je vais l'engueuler avec une barbe de 2 jours. Mon chien, ne vous mêlez non pas de ces petites choses, laissez ça à moi et à Émilie. Je ferai ce que me dicte ma conscience. Les petites choses elles-mêmes doivent être en ordre dans le royaume. C'est très joli d'être devenu intrépide depuis que vous êtes petit. Il va traverser la cour. Oh. Oh là, l'homme au galon d'or. Remontez un peu voir. Je tremble, il est capable de tout. Est-ce que vous oubliez la Révolution? Ne faites pas ça. Je le ferai cependant. Je ne le ferai pas de gaieté de cœur, parce qu'il n'est jamais agréable d'être courageux. Mais je le ferai parce que je le dois. Alors, si vous y trouvez que 2000 et je ne sais combien et 142, c'est la même chose. Ah, on peut se tromper. Quand on a 15 chiffres à lire, que c'est votre métier, qu'on ne peut pas le faire, et qu'on se trompe ainsi sans doute chaque fois qu'on vient, c'est qu'on est une sacrée andouille. Mais dites donc, vous m'insultez, je suis un homme comme vous. Oh, pas du tout. Comment? Je ne sais ce que je dis. C'est vous qui avez raison. Ah, heureusement que je ne suis pas mauvais. Parce qu'il faudrait quand même faire attention aux termes que vous employez. Au rang où je suis, du sang dont je suis, je ne laisse pas cependant d'être homme comme un autre. Il fait noir dans votre antichambre. Et est-ce ma faute si ma pile a flanché? Mais je ne connaissais pas ces circonstances. Je vous ai en effet insulté. Je vous demande de me pardonner. Oui, ça va bien. M'avez-vous pardonné? Je vous l'avais dit, c'est qu'il fume trop. Ouais. N'en parlons plus, ça vous a échappé. On ne pardonne rien d'ordinaire à ceux de notre condition. Mais vous, monsieur, vous m'avez pardonné. Mon premier mouvement était celui du sang, que j'ai un peu chaud, corbleu. C'est un sang dont la source est généreuse. Mon second était le mouvement de ce que je me dois et de ce que je vous dois. J'irai en parler au père Passevant, qui a fait dimanche dernier un si beau serment à la messe d'11 heures. Il disait de quoi souffrons-nous? Nous sommes fatigués. Monsieur Percinet est fatigué. Il fume trop. Vous avez un parapluie? Vous voyez? C'est curieux avec votre galon. Mais un galon, vous êtes officier. Quoi? Sait-on jamais, avec l'armée nouvelle? Allez, je continue ma tournée. Un instant. Le Dieu qui m'a fait naître pour ce royaume et non pour moi a voulu que je fusse le protecteur Le protecteur des pauvres gens. des pauvres gens. Vous êtes bien payé? Les allocations. Vous avez quand même bien votre voiture. Ma voiture? Pensez-vous? Ah non? Vous partez de bonne heure le matin? Bon, moi à 7 heures. C'est plutôt le petit qui est chez Campbell et qui part à 6h30. À 6h30. Je crois que je pourrais faire quelque chose. Je suis fonctionnaire, assez bien placé. Ah, on en reparlera. Allez, au Vous revoir. ne seriez pas content d'avoir une augmentation Une augmentation de quoi? de salaire, pardon? Oh, moi, vous savez... Je crois que je pourrais vous obtenir cela.
Si je veux une augmentation, je saurais bien l'obtenir tout seul. Ils ont leur syndicat, si vous croyez qu'ils sont à plaindre. Allez, bonsoir, monsieur, dames. Au revoir, monsieur, au revoir. Et que Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. Il faut avouer qu'il n'a pas le génie peint sur la figure. Le génie n'est pas nécessaire chez un employé du gaz. Il n'est pas nécessaire, mais il serait le bienvenu. Prenez avec lui le ton royal. Oh, ce ton royal. Quand vous prenez le ton royal, vous m'énervez tellement que si nous avions un piano, je devrais me mettre au piano pour passer mes nerfs. Pas étonnant si le ton royal a exaspéré l'employé du gaz. Monsieur ne vous a même pas dit merci. Il m'aurait dit merci si je lui avais ramassé et rendu un papier tombé de son registre. Mais il ne me remercie pas quand je lui propose d'améliorer sa situation. Eh ben, il a eu tort. Non, il a raison. Quelle autorité pouvez-vous avoir désormais sur Émilie? Émilie, que entre parenthèses, vous interpellez à présent par son nom de famille, Madame Boudin. Je suis choqué maintenant. On appelle un serviteur par son prénom. On a l'air de le mépriser. Boudin de la Boudinière. Boudin de la Boudinière. Quelle autorité aurez-vous désormais sur Émilie? Vous vous êtes mis à genoux devant l'employé du gaz. Elle a très bien vu que vous aviez peur. Peur? Oui, peur de la révolution. Peur, quand je l'ai engueulé avec une barbe de 2 jours. Oui, mais après, vous avez pris peur. Voilà comment on est récompensé de bien faire. Je n'ai pas eu peur de l'employé du gaz. C'est vous qui en avez peur. J'étais bien contente du temps que j'étais timoré. Ça vous permettait de me faire la leçon. Mais maintenant que je ne le suis plus, on s'aperçoit que c'est vous qui l'êtes. J'ai reconnu ma faute et je l'ai confessée. Je l'ai confessée à plus humble que moi. Je me suis agenouillé, peut-être, un instant. Mais Saint-Louis était à genoux quand il lavait les pieds des pauvres. Dieu, quelle envie de me mettre au piano. Ceux qui n'ont pas de noblesse dans l'âme ne savent imaginer la noblesse d'âme que rigide et contractée, alors qu'elle est très souvent très simple d'aspect. Moi, je ne sais pas imaginer la noblesse d'âme. Je suis qu'une petite bourgeoise. Voilà le facteur. Il y a une lettre commandée, avec une signature à donner. J'y vais. Non, je ne veux plus qu'il y ait de contact entre M. Persilleste et le prolétariat. Du moins dans cette maison, assez de littérature. Allez chercher le carnet d'émargement. Restez là, mon ami, ne vous dérangez pas. Émilie va vous apporter le carnet. Vous voyez la place pour la signature. Alors, ça y est? Je ne vois pas l'endroit. Vous êtes toujours aussi empoté. Ah, mais c'est un pli pour vous. Ah, à vous de trouver l'endroit. Tenez, c'est de Pont-à-Mousson, de vos cousins. Tenez. Ah, tenez. Ben oui, l'endroit, je ne le vois pas. Je vais vous le montrer, c'est pourtant pas difficile. Madame peut bien trouver l'endroit toute seule. Ça y est, je l'ai trouvé. Il s'agit de ce petit héritage de l'oncle Bordina. Vous m'avez empêché de voir le facteur. Vous me chambrez. Pour que vous vous mettiez encore une fois à genoux. Merci. Ce que vous a appris le sieur Bonnet, dit de la bonne tière, et tous ces livres que vous avez achetés depuis vous ont tourné la terre. Mais pas autant qu'il y paraît. Car vous ne croyez pas aux extravagances que vous dites et que vous faites. Vous donnez la comédie aux autres et à vous-même. Pensez-vous que je ne m'en sois pas aperçu? C'est que je suis fine, moi. Et Émilie, elle aussi, s'en est aperçue. Les femmes ont bien des défauts, mais on ne leur conteste pas la finesse. Vous êtes un peu simplet, mais vous êtes un simplet roublard. Les psychiatres connaissent bien ce caractère. À moins que vous ne fassiez tout ça uniquement pour m'ennuyer. Parce que j'ai une attitude meilleure. Le mot qui vous condamne vous a échappé. Une attitude. Parce que j'ai une conduite meilleure. Vous croyez que je ne suis plus sincère? Vous me soupçonnez quand je suis bien. Vous ne me soupçonniez pas quand j'étais moche. Ce que je dois à mes origines me fait agir et parler comme je le fais à présent. J'ai une raison pour avoir changé. J'aimerais mieux des manifestations extérieures de vos origines. Comme par exemple, que sais-je, une armure de tournoi, debout dans l'antichambre, ou une cotte de maille, jetée négligemment sur cette bergère. Oui, j'aimerais mieux ça que de vous voir changer de nature comme vous faites. Si on ne peut plus être sûr qu'un homme ne changera pas à 59 ans, la vie devient impossible. Parce que vous voyez le dimanche sur les boulevards des familles d'ouvriers mieux vêtus que vous et moi, vous ignorez la foule des malheureux qui nous entourent. J'avoue que je n'y avais jamais songé. Je n'y songe que depuis
Pourtant, je ne suis pas mauvais. Je suis seulement égoïste. Eux aussi sont égoïstes. Vous aimiez répéter, je suis comme les gosses. Et vous vouliez avoir l'air idiot pour qu'on vous fiche la paix, qu'on vous pardonne tout. Un simulateur, toujours. Eh ben maintenant, soyez vraiment comme les gosses, soyez égoïstes. Moi, je supporte la misère du monde, comme j'accepte qu'il fasse nuit à New York à l'heure où il fait soleil à Paris. Ne dramatisons pas. Vous n'avez pas d'imagination et vous n'avez pas de cœur. Toujours la petite bourgeoise, qui est incapable de suivre son mari sur les signes. Mais un jour, je pourrais peut-être vous parler du tac au tac. Quelle surprise pour vous, mon ami! Vous pourrez me parler toujours de toutes les façons que vous voudrez. Vous serez toujours écouté avec bienveillance. Avec bienveillance! Votre bienveillance! Prenez garde, mon ami. Vous aurez peut-être de ces matins une révélation. Et le plus drôle est qu'on ne sait pas si vous en serez content ou vexé. Il y a 400 000 enfants français abandonnés. Il y a 200 000 foyers dont le standing de vie est de 40 000 francs par mois pour 3 ou 4 personnes. Comment? Nous sommes tranquilles, tout va bien. Et vous venez nous jeter dans la tête je ne sais quelle chose sombre. Mais c'est odieux. Quand les sans-logis! Les sans-logis maintenant. Mais où allez-vous chercher tout ça? Et puis, la question des sans-logis, c'est très dangereux. Ça finit toujours par la correctionnelle. Souvenez-vous de cet après-midi que vous avez passé au commissariat parce que vous aviez voulu pousser un portillon du métro quand la rame était en gare. Vous êtes un vrai gibier de correctionnel parce que vous êtes toujours innocent. J'agirai cependant, avec ou sans correctionnel au bout. Agir? Que ferez-vous? Entreprendre? À l'âge où justement, on est excusé de ne plus entreprendre. Je me compromettrai s'il le faut. Car c'est étrange à dire, mais j'aime la France. Parlez plus bas. Émilie est à côté. Si elle vous entendait... Tenez, j'ai une idée. Fonder la Société des Amis de Saint-Louis. Oui, c'est une idée qui m'est venue ce matin en brinçant les dents. On vous écrira, Monsieur le Président fondateur, à moi, Madame la Secrétaire Générale, et Monsieur de la Bonne-Pierre, que sera-t-il? Il sera membre du comité, et on lui écrira Monsieur le membre, c'est bien suffisant. J'agirai dans la réalité en pleine pâte, comme ont fait nos rois, mes aïeux. Que ferai-je? Je ne le sais pas encore. C'est toujours difficile d'essayer qu'il y ait quelque chose. 60 ans à n'avoir jamais agi. 60 ans sans ouverture sur l'extérieur, sans relation. Un homme qui veut détruire les conséquences de son passé mauvais est comme un homme qui voudrait supprimer son ombre en marchant dessus. Je me compromettrai, pourtant, et j'interviendrai, par grand pitié de mon pauvre peuple. Tous sont mes enfants, et réclament mon appui. C'est de vous, ça, ou de Saint-Louis? De François Ier. Mais cela pourrait être de moi. Quand je veux faire parler mon roi, je n'ai qu'à me laisser parler moi. La France... La France est une nation qu'on mène par le nez. On tient la presse. Par la presse, on met ses idées à la mode. Et on joue de la peur. La peur et la mode conjuguées, cela forme un flot irrésistible. La France fait le chien crever au fil de ce flot. Sommes-nous au Conseil de Saint-Louis ou au Café du Commerce? Voilà ce rire euphorique qu'ont tous les Français quand on leur montre un malheur de leur pays. De rire en rire, jusqu'où ne descend-on pas? Jusqu'où ne descend-on pas? Toujours la petite bourgeoise. Et ma révélation. Ça vous intrigue, hein, ça vous embête. Quelle révélation? Mon secret. Vous ne vous souvenez pas que je vous ai dit que j'aurais peut-être une révélation à vous faire? Mon secret ne vous intéresse pas? Saint-Louis règne au milieu de la grande crise, alors que toutes les croyances vacillent. Il meurt en soupirant Jérusalem, Jérusalem, le nom de ce qu'il n'a pas atteint. Avec lui meurt le Moyen-Âge. Sa croisade est la dernière croisade. Le roi qui lui succède est le premier roi des temps modernes. Saint-Louis est le dernier roi de ceux qui meurent. Comment n'en serait-on pas frappé en ce moment-ci? Encore cette envie de piano qui me reprend. Notre royaume se meurt, la chrétienté se déshonore. Et vous arrivez toute frétillante en disant « La vie est belle ». C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas une ride sur votre front à 54 ans. Des idées de puce derrière un front d'hirondelle. Jamais vous ne me parlez du pays, de la chose publique, du déficit de notre budget, de notre recul dans le monde, de la ruine de la civilisation blanche, des misères de la population noire, de tout ce qui nous submerge. Vous me parlez d'Émilie, du radiateur qui ne fonctionne pas, du matelas qu'il faut donner au nettoyage. Je vous parle de notre logique, parce que jusqu'à ce jour, vous étiez bien content que quelqu'un s'en occupât. Et je fais bon visage, parce que vous étiez bien content aussi jusqu'à ce jour que quelqu'un vous tira un peu de votre tristesse chronique.
Hier, vous étiez triste parce que vous allez avoir 60 ans. Aujourd'hui, vous devriez être heureux de descendre de Saint-Louis et vous êtes plus triste qu'avant. Je porte sur moi ce mal de la France que personne que moi ne porte. Au milieu de ceux qui dorment et au milieu de ceux qui rient. Dormez, vous qui êtes faites pour dormir. Riez, vous qui êtes faites pour rire. Rire, moi je ne le peux plus. Et dormir, le malheur de la France me réveille la nuit. Aimer son pays est un état qui ne se connaît que par la douleur. Fichez-nous la paix avec la France. Comme en réalité, vous vous fichez pas mal d'elle. Il y a 30 ans que nous sommes mariés, vous ne vous êtes jamais soucié de la France. Et elle n'en a été ni mieux ni pire pour cela. À la radio, en faisant ma culture physique, j'ai entendu l'autre jour un professeur en Sorbonne qui disait que la condition de l'humanité avait toujours été désespérée. Que chacun balaie devant sa porte, c'est tout ce qu'on lui demande. Et que le monde aille son train. Ne répondez pas à une lettre, rien ne se passe. Ne vous occupez pas d'un événement grave, rien ne se passe. Moi, je peux reconnaître au goûter chacun des vins rouges de chez nous et vous nommer en regard le fromage qui doit l'accompagner au dessert. Voilà, monsieur, c'est comme cela que l'on est français. Si vous êtes sincère dans ce que vous dites... Faut-il donc mourir pour prouver qu'on est sincère? Les sentiments sublimes sont pour la France, le continent jaune et l'employé du gaz. Pour moi, les insultes et le mépris. Si depuis 3 semaines, vous n'aviez fait que prendre des idées sociales, patriotiques et vertueuses, passe encore à la rigueur. C'est ce langage et ce ton. J'ai un front de mouche, des idées d'hirondelle. J'ai pas autant de rides que vous. Je m'occupe du matelas, du radiateur. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à me faire pleurer? Est-ce que vous croyez que Saint-Louis parlait comme ça à Blanche de Castille? Il respectait sa femme, lui. Pendant 30 ans, nous n'avons jamais parlé de choses sérieuses. Eh ben, c'était bien mieux ainsi. Sans doute que pendant 30 ans, ou mettons 27 ou 28, nous n'avons jamais rien eu à nous dire. Nous avions parfaitement à nous dire. N'essayez pas de défigurer notre passé. Faussaire, après avoir été simulateur. Des futilités ou des silences. Le silence, ne pas dire de phrases. Parce que sous chaque pierre qu'on soulève, il y a un crapaud, un scorpion, un reptile. Vous inventez. Rajeunir de 10 ans en 3 secondes en sortant de certains intérieurs. Oh, vous voulez me faire pleurer et vous me faites rire. Vous voulez que je réalise soudainement avec horreur que pendant 30 ans, je n'ai été que supporté. Eh ben non, mon cher, j'ai les pieds sur la terre. Je sais que vous avez été très content de me trouver et que nous nous entendions très bien ensemble. Quand nous nous sommes mariés, vous avez voulu garder tous vos vieux vêtements pour les remettre le jour où vous divorceriez. Mais vous n'avez pas divorcé. Et vous avez remis quand même vos vieux vêtements. C'est aujourd'hui que vous me portez sur les épaules à cause de cette maudite histoire de Saint-Louis. Mais j'ai de quoi vous répondre. Plutôt, je vais la voir. Elini veut faire le salon. Retournons dans nos chambres. Ce produit incomparable, unique, indispensable à toutes les bonnes ménagères est en vente partout. Vous savez pourtant qu'Émilie a besoin de la radio pour bien faire le salon. Vous dites que vous n'aimez pas la radio, mais vous l'aimez beaucoup. Vous dites cela pour vous singulariser. D'ailleurs, le salon ne sera pas fait aujourd'hui, j'ai une lettre à faire porter. Monsieur le membre. Ah non, c'est vrai, le comité n'existe pas encore. Cher monsieur, vous allez porter cette lettre à monsieur de la Bonnetière, à l'Institut de numismatique. Je demanderai à ce monsieur une réponse immédiate. Il s'agit de savoir s'il peut, oui ou non, venir me voir demain après-midi. Monsieur Bonnet de la Bonnetière. Non, à tout hasard, nous allons mettre monsieur le comte de la Bonnetière. C'est une digression et j'ai horreur des digressions. Eh bien, je vous dirais quand même parce que cela peut vous être utile dans vos relations avec nos milieux. Je ne suis pas comte. Au XIIIe siècle, il y avait des comtes. Maintenant, il n'y en a plus, ou si peu. C'est un titre qui fait rire les gens informés. Et je ne vous cache pas que quand je l'ai vu accolé à mon nom sur votre enveloppe, j'ai eu un frémissement
de bonne race. Pardonnez-moi, il me semblait que mon mari m'avait dit que vous étiez comte. Si vous aviez écrit Monsieur Bonnet, tout court, ça m'aurait fait plaisir, parce que la bonnetière, ça n'est rien. Toute la noblesse est attachée au nom de Bonnet. C'est Bonnet qui porte une noblesse 8 fois séculaire. Bien entendu, ce sont des choses qu'il faut qu'on vous explique pour qu'on les sache. Et maintenant, enchaînons droit au but. Vous aviez commencé de me parler de Monsieur Persilès. Oui, je vous disais que tout le monde s'est aperçu de son changement. Changement en mieux et en pire. Bien que nous n'ayons soufflé mot à quiconque de votre découverte. Oui, je m'en suis aperçu moi-même quand je lui ai apporté le mémoire. J'ai comme l'impression qu'il se dédouble. Il divague, mais au-dessus, il se regarde divaguer. S'y amuse, s'y rend la bride, et ne s'arrête que lorsqu'il va aller trop fort. Parce qu'il ne sait pas aller trop fort, parce qu'il en est incapable. C'est un homme qui n'a jamais pu sauter le pas. Il est un peu lâche, mettons qu'il est mou. En somme, il nous joue des tours. Tantôt, il dit qu'il a 60 ans, quand il en a 59. Tantôt, son article sur Saint-Louis. Il vous en a parlé? Oui. C'est la seule chose qu'il ait encore faite pour Saint-Louis. Et bien là-dessus, il a fallu aussi qu'il truque, qu'il arrange, qu'il copie. Non, moi je vous le dis, il y a en lui du mystificateur. Comme vous compliquez les choses. On voit que vous lisez beaucoup les magazines. Ne savons-nous pas bien la source de tout cela? Monsieur Persilès, en prenant conscience de sa condition, a découvert aussi les sentiments qui accompagnent cette condition, du moins quand on a le cœur bien placé. S'il avait été un homme vulgaire, il se fût contenté de nous jouer le bourgeois gentilhomme. C'est, je crois, ce qu'il a fait tout au début. Et peu à peu, il a pris la chose avec élévation parce qu'il était un homme élevé qui s'ignorait, qui n'avait jamais reçu l'occasion de s'élever, qui n'avait jamais reçu le choc qui lui permit de s'élever. Il y a des femmes dont on dit qu'elles sont des révélées. Monsieur Persilès en a un sens. Et lui aussi un révélé, il n'y a rien de plus simple que tout cela. Moi, je me méfie des choses qui ont l'air simples. Et je me demande si un psychiatre... Nous avons justement une de nos amies, qui est femme du monde, et qui fait un cours de... Oh mon Dieu, je ne me souviens plus de quoi. Elle est aussi radiesthésiste. Et c'est en même temps une grande mystique. Réjouissez-vous que votre mari ait pris des sentiments qui lui font honneur et laissé les psychiatres à l'admiration des sots. Moi, que voulez-vous, je n'aime pas tant que ça, les bons sentiments. Faut être de son époque, pas vrai? Et puis je ne vous ai pas tout dit. Avant, je l'avais bien en main. Maintenant, il s'est émancipé. Il est un peu prétentieux. Il nous fait la leçon. Parce que l'aristocratie est d'exaspérant, c'est sa façon d'être aimable, simple, gentille, même nigaude, et polie. Oh, sa politesse. Et soudain, toc, de vous faire sentir par quelque chose d'imperceptible que vous n'êtes que du pipi de chat. De sorte qu'elle est à la fois polie à vous faire vomir et mal élevée à vous faire saigner. On ne sait jamais si l'aristocratie est comme ça inconsciemment ou si elle le fait exprès parce qu'elle a envie qu'on lui coupe le cou. Mais le résultat est qu'on ne peut jamais être tout à fait franc du collier avec ces gens-là si on n'est pas de leur monde. Que dis-je, si on n'est pas exactement du même palier que celui à qui on a affaire dans leur monde. Mon mari a pris un peu ce genre-là. Ce n'est pas qu'il soit moins attentionné pour moi. Au contraire, il l'est davantage. Mais il l'est avec mépris. J'ai été pendant 30 ans une épouse. Je suis depuis 3 semaines en passe de devenir une gouvernante. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de se sentir méprisé. Oh si, je le sais. Plus affable et plus humain avec tous, plus hautain avec moi seul. Avec moi, sa vieille compagne dévouée qui de ma vie n'a fait que le servir. Enfin, est-ce que c'est pas diabolique? Pas du tout diabolique. Humain. Mais il se fera, c'est un moment à passer. Vous direz tout ce que vous voudrez, les nobles, ça n'a l'air de rien, mais c'est effrayant. Chère madame, quel mal vous me dites des nobles, presque autant que m'en disait votre mari avant d'être piqué de Saint-Louis. Enfin, est-ce que j'ai l'air d'un monstre? Ou seulement d'un faiseur? Oh, bah vous, c'est pas la même chose. Pourquoi je ne peux pas la même chose? Est-ce que je ne suis pas né? Et né, comme il est rare d'être né? Déjà, vous m'avez fait la mauvaise plaisanterie de me traiter de comte. Ah, Je vous donne l'impression d'être un petit noble parce que je suis bibliothécaire. Je l'ai toujours pensé. Les nobles ne savent pas le tort qu'ils se font quand ils sont instruits. Si ma modestie proverbiale et héréditaire... Eh bien non, cela est trop fort. Il faut vous lâcher le paquet. Moi aussi, j'ai l'honneur de descendre de Saint-Louis. comment? Vous aussi? Mais non, c'est un titre qui n'a aucune valeur. Ah ben ceci est le bouquin.
Je veux dire, si tout le monde descend de Saint-Louis... Pas tout le monde, alors. Mais un assez grand nombre de personnes. Je vais vous expliquer. Saint-Louis a eu 11 enfants. Par suite des cousinages et des alliances entre familles royales, la plupart des familles régnantes d'Europe se trouvent descendre de lui. Et si on s'attaque aux descendants par les femmes, on compte aujourd'hui plus d'1100 familles se réclamant, à juste titre, de l'auguste lignée. Les traces de la descendance ne se retrouvent guère qu'à travers les familles nobles. On peut toutefois considérer que plusieurs milliers de descendants portant des noms roturiers existent à cette heure qui ignorent complètement que le sang de Saint-Louis coule dans leurs veines. Pour ne vous citer qu'un exemple, des centaines de Rousseau et de Simon descendent de la façon la plus authentique de Saint-Louis. Alors, moi aussi je descends peut-être de Saint-Louis. Je m'appelle Lamorgue, Ginette. Oui, enfin, Geneviève Lamorgue. Vous n'avez pas rencontré ce nom-là dans vos archives? Mais dites-moi, 1100 familles, cela fait... Mettant une moyenne de 4 enfants par famille, cela fait de 4000 à 5000 descendants légitimes actuellement en vie. Encore ne comptais-je pas la voie illégitime qui est, hélas, vous le savez, la voie qui mène à Monsieur Persilès. Avec les illégitimes, ça doit être incalculable. C'est incalculable. Multiplions par 3, si vous voulez, disons 15 000 descendants de Saint-Louis. Et vous ne lui avez pas dit ça tout de suite, pourquoi? Je comptais le lui dire ou non, selon l'impression que j'aurais de lui. J'ai jugé qu'il n'était pas mauvais de lui faire relever un peu la tête. Oh. 15 000, c'était bien la peine de faire tant d'histoires. Ces histoires ont causé en lui une amélioration. Vous l'avez dit vous-même. Non. Il faut qu'il n'apprenne jamais que son cas est assez répandu. Et je vous conseille de veiller à ce qu'il ne rencontre pas un autre héraldiste. Il a pris la chose si gravement. La chute lui serait cruelle. Pas tant que ça. Vous dites qu'il a pris la chose gravement, moi je vous répète qu'il ne l'a même pas prise tout à fait au sérieux. Il est comme ces enfants qui jouent à être le cow-boy, le général, le locomotive. Et une fois qu'ils ont cessé le jeu, ils n'y pensent plus. Monsieur Persilès, en ce moment, joue au petit-fils de Saint-Louis. De même qu'avant, il jouait au vieillard, au gâteux, ça l'amusait. Ou bien jouait à avoir peur de tout. Comme la petite fille qui dit à sa copine « Fais-moi peur ». Quand ça lui sera passé, il n'y pensera plus. Et il sera tout étonné que vous y pensiez encore. Non. La psychiatrie... Arrêtez. L'essentiel est ceci, qu'il a une marotte pour l'occuper quand il va prendre sa retraite. Il craignait tellement ce qu'il appelle le tête-à-tête avec lui-même, et ce que j'appelle le désœuvrement. Il faut donc que cette marotte dure. Vous voyez si j'abonde dans votre sens, n'ayez nulle inquiétude. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il n'y a que nous trois qui soyons dans le secret. Pas de risque qu'un tiers lui apprenne cette dégringolade. Et puis-je à présent vous demander, madame, pour quel objet vous m'avez prié de venir? Ah, les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont depuis quelques instants. Dans une minute d'exaspération, je vous ai appelé pour... Monsieur, je ne suis pas tout à fait la petite bourgeoise que méprise son mari. Et je voulais vous montrer des papiers. Oh, nous y voici. Remarquez que je n'attache aucune importance à ces choses-là. Mon mari, vous l'avez vu, se laisse griser. Moi, non. Enfin, étant donné le genre qu'il a pris, je me suis souvenu que j'avais des cousins à Pont-à-Mousson qui conservaient certaines archives de famille dont je ne m'étais jamais inquiétée. Je leur en ai demandé communication. Et peut-être, ne serait-il pas mauvais que je sache si, oui ou non, cela vaut quelque chose d'être une descendante du colonel de la Ripaillette. Colonel de la Ripaillette? Le mari de mon arrière-grand-mère maternelle était le colonel de la Ripaillette. Évidemment, c'est par les femmes. Enfin, ça c'est réglé, c'est toujours par les femmes. Alors, la Ripaillette, ça ne vous dit rien? Ma foi, au premier abord, non. Pourtant, monsieur, vous êtes chevalier d'un ordre équestre. Vous devriez connaître tous les colonels de cavalerie. Voyez ceci. C'est le contrat de mariage de mon arrière-grand-mère, Guillaume de la Ripaillette. Et j'ai bien mieux. J'ai l'acte de décès du grand-père de son mari, Robert de la Ripaillette, sieur et seigneur du fief de l'Épinard. Épinards, comme les épinards? Oui, mais on peut mettre un T. Compulsé. Voyez, un frère, mort célibataire. Un autre, en odeur de sainteté. Et ces armes, regardez comme c'est mignon. 3 petits singes. Ce ne sont pas des singes, ce sont des léopards. Hein? Des léopards.
Une particule. Encore une. Ah, mais il y a toujours une virgule devant. Les familles poils verts, virgule, des poisses, poux blanc, virgule, de Condé sur Noireau. Ah, si on pouvait faire sauter ces virgules, quel arbre on aurait. Et dans les lettres de faire partenaire, encore un noble, Monsieur Pierre Morel de la Régie Renault. Ah non. Ça c'est autre chose. Là, il fallait une virgule. Et on n'en a pas mis. Ce qui marque bien qu'ailleurs, on a dû en mettre où il n'en fallait pas, non. Tout cela est à revoir. Mais est-ce là le service que vous attendez de moi, madame? Le service. Rechercher tout ce qu'on dit dans l'histoire de ces Larry Payette. Et vérifier si les imprimeurs n'auraient pas mis quelques virgules de trop. Et savoir si le nom ne pourrait pas être repris. Ah, c'est qu'un beau nom. Ça rapporte. Oh, comme c'est fascinant. Quelque chose me dit que je suis faite pour tout cela. Ah non, non, moi, vous savez, ça m'est égal. Mais c'est pour... Oui, c'est pour vos petits-neveux, Alain et commandant... Janine. Bien sûr, toutes les femmes s'appellent Janine. Vous qui avez de la sympathie pour mon mari, plus vous me trouverez des ancêtres bien, plus vous me rapprocherez de lui, plus vous ferez un ménage uni. Allons, battez la forêt de brosser. Brosser, oui, enfin, peu importe. Ah, si vous vouliez. Il y a des moments où je me sens aristocrate jusqu'au bout des ongles. Et faites vite, monsieur. Tant que je ne saurai pas si je suis madame Persilès de la rue Payette, je ne peux plus vivre, j'en suis empressée. Il va falloir beaucoup de recherches. Et cette fois, comment dire... Mais non, c'est une digression. Une digression? Alors, allez-y. J'étais un jour chez un médecin qui venait de me faire une piqûre. Comme j'avais à revenir plusieurs fois, je ne crus pas devoir le régler dès la première visite. Mais lui, sur le pas de la porte, il me dit... Vous ne voudriez pas m'honorer? Tes père et mère honorera afin de vivre longuement. Le mot me parut tellement bizarre que depuis... Vous ne pouvez plus demander d'honoraire. Ah si, je peux, mais en me forçant beaucoup. Vous savez, quand ils vous honorent, ils vous le font sentir qu'ils vous donnent de l'argent. Et ça leur au moins ce Je plaisir. serais donc obligé de vous demander... Oh bien, si vous allez être obligé de me demander, alors je m'assois. Alors mettez-vous. Non mais me demander à moi, et vous n'avez rien demandé à mon mari. Il y a des recherches que j'appellerais inspirées. Là, quand j'ai fait une belle découverte, j'ai l'impression d'avoir commis une bonne action. Les autres recherches sont de commande. Pour les premières, je n'accepte pas d'argent. Pour les autres, je suis bien obligé. Mes appointements sont maigres à l'Institut de numismatique. Ah, vous ne savez pas comme je me force pour vous dire tout cela. Et mon affaire vous paraît si douteuse ou si déplaisante qu'elle requiert une rémunération. Et de combien à peu près souhaitez-vous d'être honoré? Mettons de 4 000 à 8 000 francs pour le premier débrouillage. Oh, j'ai honte. Est-ce que ça vous paraît trop? Qu'est-ce que vous préférez? 4 000 de bon cœur ou 8 000 de mauvaise grâce? 6 000 sans aucun centime. Disons 4 000 de bon cœur. Je vais vous donner 4 000 francs. Nous allongerons cela selon le plus ou moins du succès de vos recherches. Ce sera une prime à la bonne volonté, comme dit notre femme de ménage. Oh, que soit dit en passant, Monsieur Persilès n'interpelle plus que par son nom de famille, depuis qu'il se sait un descendant de Saint-Louis. Madame Boudin par-ci, Madame Boudin par-là. Boudin? Vous dites Boudin? Boudin? Peut-être Boudin de l'Ormois, la branche des Rogis. Oh, si cela était quelle découverte! Pas encore une noble? Les Boudins de Bassonville ont une branche dérogée. Nous voulons dire qu'il s'est abaissé socialement. Les Boudins de l'Ormois, aujourd'hui Boudin tout court. Il n'est pas impossible. Madame Boudin descend de Saint-Louis par les femmes. Ah non, monsieur, flûte, flûte et flûte. Moi, cette fois, j'en ai assez. Mon mari, vous, ma femme de ménage, il y a de quoi devenir folle. Mon Dieu, c'est lui. On a ouvert la porte sans sonner. Silence sur tout ceci. Oh, monsieur de la Bonnetière, quelle agréable surprise. Le ministère m'a confié un travail que je peux faire chez moi. Alors je suis venu ici, au lieu de rester au bureau, où je suis dérangé sans cesse. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Des actes d'état civil? Qu'est-ce que c'est? On nous cache quelque chose? Il y a du nouveau? Mais il s'agit de ma femme. Nous sommes dans la généalogie de Madame Persilès. La généalogie de Madame Persilès. Il y a des choses intéressantes. Hein. Ah, vraiment.
Alors, quand même, Madame Persilès ne descend pas de ça. Ah oui, mon cher, vous êtes malvenu Intéressant, très intéressant. Il y a un certain colonel de la Ripaillette. Or, nous connaissons des Ripaillets de Cornebiche. Ne serait-ce pas la même famille? Et si oui, par quelle filiation? Cruelle énigme. Alors, Madame Persilès vous a demandé de fouiller dans son graphique familial. Mon graphique familial. C'est moi qui le lui ai demandé, oui. Bien des familles se croient roturières et ont bel et bien droit aux qualifications nobles. Voilà donc Madame Persilès, duchesse. Graphique familial de Madame Persilès a certains retards sur certaines généalogies que lorsqu'on y trouve la petite fille d'un noble, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 5000 ou 15 000. Oui, il y a en France 5000 descendants de Saint-Louis. 15 000 par les bâtards. Comment? J'ai dit à Madame Persilès que la postérité de Saint-Louis était assez abondante. Mais y a-t-il aujourd'hui 5000 personnes qui puissent se prévaloir? Ah, vous avez dit 5000. J'ai arrondi. Quelle est cette histoire? Je vous ferai une note. Je sais que vous aimez les choses précises. Il est de fait qu'il y a aujourd'hui 1100 familles françaises qui peuvent se réclamer avec juste raison de la lignée de Saint-Louis. Si ces familles ont eu 4 enfants, en moyenne, cela fait de 4000 à 5000 descendants légitimes actuellement en vie pour la France seule. Oui, monsieur, ici présent, descend lui aussi de Saint-Louis. Eh bien, c'est complet. Votre femme m'a déjà fait cette remarque, ou à peu près. Pourquoi m'avez-vous caché cela? Selon moi, cela ne diminue en rien votre position. On est toujours duc, bien qu'il y ait 60 ducs. Il y a les bibliothécaires à l'Institut de numismatique, qui sont plusieurs. Et il y a le bibliothécaire de l'Institut de numismatique qui est seul. Rappelez-vous vos nuances, monsieur. Je n'aime pas la promiscuité. Tout ce que je vous ai dit demeure, est solide comme le roc. Je n'ai jamais été quelqu'un de brillant. J'étais un grotesque et je le savais. Et vous êtes venu, vous avez dit une parole et m'avez rendu l'honneur de vivre. Il est sorti de moi un autre être, qui était aussi moi, qui était mon meilleur moi. Saint-Louis, en apparence moribond, fait placer la croix rouge décroisée sur sa tunique et sur son lit. On pense qu'il n'a plus sa tête de se croiser à un tel moment. Mais cette idée, qui semblait infâme, fut ce qui le sauva. Il espéra, il voulut vivre et se ressuscita. C'est ainsi que je me sauvais, alors qu'on me croyait divagant. Les gens voient toujours le ridicule là où il n'est pas, et notamment dans tout ce qui est bien. Ils ne le voient pas là où il est. Si vous racontiez l'histoire de M. Persilès, descendant de Saint-Louis, tout le monde, sans exception, me trouverait ridicule. Et pourtant, je ne suis pas ridicule. Avoir une gouttelette infime du sang du roi Saint-Louis, à condition de ne pas être 5000 à avoir pareille gouttelette, et en être fier, et se métamorphoser à cause de cela, ce n'était pas ridicule. Ça vous forçait à vous tenir droit, ça vous forçait à agir mieux, ça vous créait des devoirs. C'est quand un homme ne se sent plus de devoirs qu'il est perdu. Et tout cela pour soi, tout seul, puisque je n'avais rien dit à personne. Ce n'était pas l'idée que les gens se faisaient de moi, c'est l'idée que je m'en faisais qui avait tout transformé. J'aurais connu cela une fois avant de mourir. Moi qui ai connu si peu de choses, j'ai connu cela. Prenez garde qu'une telle disposition ne fortifie pas seulement la noblesse, mais les plus sottes prétentions à la noblesse, puisqu'il suffirait selon vous de se croire noble pour en gagner les sentiments. Qu'importe ce que je fortifie en disant ce qui est. Quoi qu'il en soit, vous prenez beaucoup trop au pied de la lettre des mots que j'ai prononcés, un peu à la légère, du moins sans les expliquer assez. Il y a bien des degrés dans cette descendance de Saint-Louis, sans parler des descendances apocryphes. Que vais-je maintenant avoir pour me protéger contre moi-même? Mais vous-même, monsieur, vous-même. Ah, c'est gentil de m'avoir appelé mon vieux. Je vous remercie. Je vous ai pas appelé mon vieux. Vous ne serez pas permis. J'ai dit monsieur. Ah, j'avais mal compris. J'étais content. On est jeune tant qu'on vous appelle mon vieux. Mais du jour où on ne vous appelle plus mon vieux, crac, ça y est, on est vieux. Dans cette descendance de Saint-Louis, vous occupez une place à part. Recommencer à se supporter. Écoutez-moi, il y a des fiefs héréditaires. Chercher non plus à gagner du temps, mais à en perdre. Vouloir dormir beaucoup, longtemps.
pour ne plus se sentir vivre. Il y a les fiefs héréditaires et les fiefs non héréditaires. Tout ce courage qu'il va falloir, tout ce courage. Il y a les tailles, il y a les maintenus, il y a la haute, la moyenne et la basse justice, il y a les lettres patentes de 1653 modifiées par l'édit du 17 novembre 1712 et tout cela prouve dur comme fer que vous n'êtes pas un descendant ordinaire, mais un descendant privilégié de Saint-Louis. Je vous remercie, monsieur, vous êtes charitable. Mais je ne crois plus à rien de tout cela. Il y a quelque chose de cassé. Pourquoi serait-il humiliant pour un homme d'être cassé? On admet bien qu'une machine le soit. Je suis comme Don Quichotte quand il a cessé d'être fou. Et c'est à ce moment-là qu'il meurt. Cher ami, je vous en prie, quittez ce visage lugubre. Vous êtes un descendant privilégié de Saint-Louis. Bon, mais si vous n'étiez pas un descendant du tout, et après, vous n'avez pas besoin de Saint-Louis pour être un homme. Ou, si vous en aviez besoin, c'est alors que vous n'en seriez pas un. Oui, vraiment, il serait indigne de vous de ne pouvoir être meilleur avec vos propres ressources et de renoncer à vos qualités nouvelles parce que vous ne pourriez plus les accrocher seuls à l'arbre généalogique de Saint-Louis. Je ne suis pas maître de ce qui se passe à moi. Peut-on en vouloir à quelqu'un qui est cassé? Vous n'avez quand même pas renoncé à votre apostolat parce qu'on vous apprend que la condition qui vous faisait agir est partagée entre 5000 personnes. C'est inconcevable. Enfin, réfléchissez. Vous étiez un homme qui avait raison. À partir de ce point, vous commencez à être un homme qui a tort. Oui, oui, écoutez ce que vous dit monsieur de la Bonnetière. Permettez-moi de parler franc. C'était non seulement la vanité et l'imagination qui vous poussaient, et non le cœur. Oui, 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 monsieur de la Bonnetière disait que vous étiez un homme élevé qui s'ignorait. Ce que vous étiez, c'était un orgueilleux qui s'ignorait. Je demande pardon pour ce que je suis. Moi, je n'ai plus besoin du colonel de la Ripaillette pour me rapprocher de vous. Il y a 30 ans que nous vivons côte à côte, nous avons eu le temps de nous mesurer sur ce que nous sommes, et non sur des rêveries. Nous n'avons plus besoin de la forêt, de brosser, oui, enfin. Mes actes de famille, s'ils étaient à moi, tenez, voilà ce que j'en ferais. Ah, maintenant il n'y a plus cet espace terrible entre vous et moi. Nous rentrons dans notre petite vie, notre brave petite vie sans chichi, que ce vilain enchanteur nous avait retiré et nous a rendu. Je n'entendrai plus vos déclamations, cette voix d'un autre monde qui nous parlait de je ne sais quoi, une voix de reproche, d'exigence et de mauvais présages, une voix à vous donner le cafard. Bientôt votre retraite, votre indépendance recouvrée, vos loisirs, c'est pour vous une nouvelle jeunesse qui commence. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu l'air si jeune qu'en ce moment. Vous aviez quelques rides, elles ont disparu. Et puis, nous allons avoir la télévision. Si je n'ai pas su vous faire, autant que je l'aurais voulu, une existence heureuse, maintenant je le saurai, je vous en fais la promesse solennelle. L'amour peut beaucoup, peut presque tout. Nous avons l'expérience de cela. Allez, nous autres femmes. Nous ne tenons pas rigueur à notre ami monsieur de la Bonnetière. C'est grâce à lui, en définitive, que nous allons reconstruire notre bonheur. Nous lui demandons seulement, quand nous aurons le plaisir de le revoir, de n'aborder plus jamais certains sujets avec nous. Oh, madame, je suis désolé d'avoir introduit ou failli introduire un motif de trouble. J'ai été malchanceux, je n'ai plus qu'à me retirer. Mais pas du tout, monsieur. Il n'y a nul trouble. Et je ne suis nullement lugubre. Quand même à le dire, Madame Persilès, ne dramatisons pas. J'ai pu céder un instant à un mouvement de dépit un peu naïf. Mais vous savez, j'ai toujours été un peu naïf. Ah non, bon, c'est complexe et qu'il reprend. N'est-ce pas? Ah oui. Ah, ce brave Persilès, hein, mon pauvre... Comment on se retrouve? Alors, oublions Saint-Louis, le colonel de la Ripaillette. Chassons tous ces fantômes. Peut-être nous apercevrons-nous un jour que je n'y ai cru qu'à moitié et que Madame Persilès avait raison. D'abord, elle a toujours raison. Déjà, je ne peux plus dire si j'y croyais ou si je n'y croyais pas. Non, il me semble que j'y croyais, mais quand on n'a pas de mémoire, tout s'efface si vite. Et maintenant, nous allons boire un petit verre. Un petit verre, oui, un petit verre à la santé de ma santé retrouvée. Cela scellera ces bonnes relations dont parlait ma femme. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vermouth, Porto, Madère? Rien du tout, rien du tout, rien du tout. L'aristocratie authentique mange peu et boit peu. Si, une petite goutte, vous ne pouvez pas refuser. Ah, il faut que la comédie finisse gaiement. Car il faut avouer que notre histoire est une véritable comédie. Du lever jusqu'au baisser rideau, on a nagé dans le burlesque. Alors je vais chercher les bouteilles, vous choisirez. Oh mon Dieu, pour vous être agréable. Oh,
Je suis soulagée qu'il le prenne ainsi. Oh. Ah, un moment, le voyant s'y effondrer, il m'a fait presque peur. N'importe. C'est une vraie convalescence. Il s'est tué! Mon Dieu, faites quelque chose! Au secours! Don Quichotte, quand il a cessé d'être fou. Vous venez d'entendre Brocéliande d'Henri de Monterland, donné avec le concours de Jean de Bucourt, Jean Meyer, Maurice Portera, Georges Baconnet et Madame André de Chevron et Denise Jans.